Bonjour à tous. Jusqu'à 50% des médicaments dans les pays du Sahel sont de qualité inférieure à la norme ou falsifiés, s'alarme l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un rapport publié mardi 31 janvier sur le trafic des produits médicaux. Ce rapport de l'ONUDC met l'accent sur 5 pays de cette région d'Afrique, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, des pays pauvres confrontés en outre à des violences multiformes, dont celle djihadiste. Bonjour à vous, Mamadou Diouf. Comment vous allez? Très bien, Michel. Voilà un rapport de l'ONU qui met l'accent sur les trafics de faux médicaments et on peut s'inquiéter de cela. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que c'est un organisme spécialisé de l'ONU qui s'occupe de ces questions de drogue, puisque les médicaments sont considérés de façon générale comme des drogues, et de la criminalité qui a pondu ce rapport pour tirer la sonnette d'alarme. Mais combien de fois on a tiré la sonnette d'alarme? Les pharmaciens eux-mêmes ont organisé des rencontres à l'échelle internationale. Moi, je me rappelle mon premier séjour au Togo. J'étais venu ici en tant que journaliste pour couvrir une rencontre des pharmaciens de l'espace francophone à l'hôtel du 2 février. Je me rappelle encore en début juin 2007. Ce problème avait été posé. J'avais fait un reportage même sur Lomé, puisque je voyais que il y a plein de bonnes dames qui vendaient ces médicaments de la rue. Quand vous allez au Burkina, vous retrouvez la même chose. Et ce qui pose problème, c'est que ce n'est pas caché. La dame est là avec sa petite valisette en plastique transparent. On voit des médicaments, on sait qu'elle vend des médicaments. Et quand tu la vois, tu n'as pas besoin de lui poser la question, est-ce qu'elle est pharmacienne ou pas? Puisque une pharmacie quand même ne s'installe pas dans la rue, sur une table, dans la poussière et sous le soleil, parce que ça risque même de faire en sorte que des médicaments de qualité se retrouvent même en médicaments de mauvaise qualité. Maintenant, ça fait qu'il y a une énorme question qui se pose. Et la question, c'est qui est derrière? Parce que ces petites mamans qui vendent les médicaments, ce n'est pas certainement elles qui font rentrer les médicaments dans nos pays. Qui se trouve derrière ce commerce? Qui est un commerce extrêmement juteux. Extrêmement juteux comme le commerce de la drogue. Moi, j'ai compris cela lors d'une rencontre internationale organisée par l'Organisation mondiale des douanes, toujours pendant que j'étais dans ce magazine sur la santé, où quand on nous a montré les chiffres, les enjeux, etc., mais on comprend qu'en fait, on se trompe en s'occupant de ces petites bonnes dames qui vendent les médicaments. Il y a d'autres personnes derrière. C'est les bonnets qui sont derrière qu'il faut arrêter. C'est comment ces médicaments rentrent dans nos pays. C'est de ça qu'il faut s'occuper s'il faut tarir la vente des médicaments dans la rue. Mais tant qu'on va continuer à menacer, à faire peur à ces petites bonnes dames, il est clair que le commerce-là va continuer malheureusement pour les populations. Alors, les médicaments concernés sont extraits de la chaîne d'approvisionnement à partir de l'Europe et dans une moindre mesure de la Chine et de l'Inde. Ils passent souvent à travers les ports de la Guinée, du Ghana, du Bénin et du Nigeria avant d'être acheminés au Sahel. Comme vous l'aviez dit, c'est tout un processus. Et quand on cite l'Europe, on cite l'Inde et la Chine, c'est quand même inquiétant. Mais pour l'Europe, c'est plus inquiétant, puisqu'on fait du venant avec les médicaments. C'est-à-dire quand les Européens considèrent que ces médicaments, nous ne devons pas les utiliser, ils les posent à part. Vous avez des gens qui, quand ils peuvent accéder à ces médicaments, nous les amènent, nous, Africains, comme si ce que les Européens ne peuvent pas utiliser, nous pouvons l'utiliser. Et c'est ce marché parallèle-là qu'il faut pouvoir percer si on veut résoudre ce problème. Les ports d'entrée, ils connaissent, c'est le Bénin, c'est la Guinée Conakry. C'est bien connu. Mais qu'est-ce qui est fait? Le Nigeria également. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce que c'est là-bas qu'on peut bloquer cette affaire. Puisque quand il n'y a pas d'approvisionnement, les petites bonnes dames ne vont plus pouvoir vendre des médicaments dans la rue, puisqu'elles ne pourront plus s'approvisionner en matière de médicaments. Donc, parfois, c'est vrai, il y a des opérations coup de poing, mais on ne règle pas ce problème avec des opérations coup de poing. Il y a d'abord de la sensibilisation à faire au niveau des populations, pour que les gens comprennent le danger qu'il y a à consommer un bon médicament exposé dans la rue. Je ne parle pas de mauvais médicaments. Un bon médicament exposé dans la rue peut perdre
ses qualités. On vous dit sur certains médicaments à garder à pas plus de 17 degrés. Vous venez, vous le mettez sous le soleil, à 30 degrés. Mais quand vous le prenez, le principe actif, ce qui soignait dans les médicaments, s'en va. Vous prenez un comprimé, vous prenez un sirop, mais vous buvez quelque chose tout simplement. Ça ne s'appelle plus médicament, parce que ce qui faisait qu'on l'appelle médicament, tu l'as mis dans des conditions telles que ce principe actif s'est détérioré. L'autre élément, vous avez parmi ces médicaments des choses, parce que lors de la rencontre avec l'Organisation mondiale de la douane, ils nous ont montré des médicaments qu'ils ont pris dans la rue. On est allé analyser. Il y avait du tout. Vous avez un comprimé qu'on vous donne, vous prenez le comprimé, on vous dit que c'est de l'aspirine, vous analysez, il n'y a rien dedans. C'est du maïs. C'est tout. Mais fabriqué, ça ressemble à un comprimé, tu as bu quelque chose, mais tu n'as rien bu. Il n'y a aucun médicament dedans. Il y a d'autres, il y a un principe dedans, mais il est en excès par rapport à la dose qui doit être administrée. Il y a d'autres, comme on le fait en faux par rapport à d'autres produits, c'est des médicaments qui sont périmés, les gens se débrouillent pour remettre les dates sur les paquets et puis mettre ces médicaments sur le marché. Mais ça devient un problème de santé publique. Parce que bien des gens aujourd'hui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Mais c'est dû à ces médicaments que tu as pris parce que tu ne devais pas le prendre, tu n'as pas respecté la dose, ton organisme n'a pas été capable de faire le travail qu'il faisait, le rein s'est battu autant qu'il pouvait, finalement tu te retrouves avec une insuffisance rénale. Est-ce que tu peux aller payer à l'hôpital 2 fois par semaine ce traitement qui peut te coûter 75 000 francs? Ça fera combien au bout d'une année? Et vous avez beaucoup de gens qui perdent la vie parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner dans ces conditions. Mais l'autre élément, la dame qui te vend le médicament, est-ce qu'au moins elle peut lire la notice du médicament? Si elle savait au moins lire la notice du médicament, bon, on peut dire que c'est de l'automédication. Mais elle a quand même pris la peine de savoir que bon, ça c'est contre le palu, ça c'est contre la diarrhée, ça c'est contre telle autre chose. Tu viens, tu lui dis, je veux un médicament contre les maux de tête, elle te vend un médicament. Elle te propose. Sur quelle base? J'ai mon enfant qui a le palu, elle te propose un médicament. Elle te donne la posologie également. Est-ce qu'elle fait la différence entre un médicament pour enfants et un médicament pour adultes? Et même quand c'est les enfants, avant 5 ans, après 5 ans, 12 ans, vous avez des médicaments, on te dit, tant que l'enfant n'a pas 12 ans, il ne faut même pas lui donner. Mais vous imaginez ce que ça fait. Maintenant, c'est vrai que les conditions sont difficiles. Il faut que nos États fassent un effort pour que l'accès à la santé d'un point de vue économique soit amélioré, parce que quand les gens sont interrogés, une des raisons qui amène les gens à aller directement vers ces bonnes dames, c'est la consultation, le prix. C'est l'ordonnance qu'on va aller acheter au niveau de la pharmacie qu'on ne peut pas prendre. C'est aussi le prix des médicaments qui sont dans les officines. Effectivement, on cherche un raccourci, mais malheureusement, parfois, le raccourci est dangereux et il est plus cher, parce que s'il t'amène certaines maladies, ce que tu vas payer n'aura rien à voir avec ce que tu aurais payé en allant dans un centre où c'est un professionnel de la santé qui te prend en charge. Alors, un autre point inquiétant de ce rapport, Mamadou Diouf, c'est qu'il frappe des pays qui ont des difficultés au niveau du djihadisme ou bien du terrorisme. Alors, ce problème aussi vient s'ajouter à d'autres. Oui, mais le rapport a quand même un intérêt sur ce plan-là. Ça clarifie une chose. Puisque pendant un temps, il y avait des suspicions en s'interrogeant, est-ce que ces groupes armés terroristes ne se sont pas mêlés au trafic de médicaments? Parce qu'on voyait le trafic de médicaments se développer plus dans les pays où ils se trouvent. Mais le rapport clarifie quand même cette situation en montrant qu'en fait, ils ne sont pas directement sur le trafic. Au contraire, ils sont des utilisateurs. Puisque ce ne sont pas des gens qui vont aller à l'hôpital, etc. Donc, ils sont déjà des utilisateurs, ils sont des clients par rapport à ces produits. Mais comme ils le font sur d'autres marchandises, ils ont tendance également à taxer ces marchandises pour pouvoir les laisser passer. Et comme dans ces pays, ils occupent un certain nombre de zones, ils sont surtout au niveau des frontières. Je disais tout à l'heure, les médicaments passent par où? Mais si c'est eux qui sont à la frontière, qui se contentent de taxer ceux qui veulent faire rentrer les médicaments, c'est clair que ce n'est pas eux qui vont faire tarir ce commerce-là, puisqu'ils sont en train d'en profiter 2 fois en achetant les médicaments pour les utiliser, mais également en gagnant de l'argent sur ce trafic de médicaments. Vous pensez que l'ONU doit interpeller l'Europe, la Chine et l'Inde? Si oui, comment le faire? Mais c'est déjà fait, mais avec énormément de problèmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand on dit l'Europe, quand on dit l'Inde, ce ne sont pas des États, ce sont des firmes pharmaceutiques.
puisque le rapport également le dit clairement, vous avez des agents véreux à l'intérieur des firmes pharmaceutiques qui font passer les médicaments par un circuit qui n'est pas le circuit officiel. Pendant un temps, l'Inde et la Chine étaient connues pour la fabrication de médicaments qui n'étaient pas aux normes. Mais l'Organisation mondiale de la santé a fait un travail là-dessus, de sorte que de plus en plus, ils font des médicaments qui sont aux normes. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne tout ce qui est chinois comme étant mauvais, ce n'est pas vrai. Mais les Chinois produisent des médicaments pour l'Europe. Avec la dernière vague de Covid en Chine, mais il y a eu des pénuries de médicaments en France, puisque beaucoup de principes actifs viennent de la Chine. Maintenant, le problème, c'est que là où on fabrique de bons médicaments, c'est comme si quand c'est des Africains, il faut fabriquer un médicament de moindre ou bien de mauvaise qualité. Et c'est ce qui est reproché à l'Inde et à la Chine. Parce que parfois, les gens disent que ça vient de Chine. Ce n'est pas parce que ça vient de Chine ou d'Inde que ce n'est pas un bon médicament, mais c'est qu'on le fait passer par un autre circuit qui est un circuit parallèle, qui est différent du circuit officiel où on fabrique un bon médicament, on le contrôle, on le vérifie, on regarde son itinéraire. Si je reviens à cette rencontre où on nous avait tendu un piège, on nous avait donné plusieurs médicaments, on nous déposait les deux boîtes, on nous déposait les comprimés, et on nous demandait de comparer. On ne voyait rien du tout. Alors qu'il y avait de la falsification qui pouvait être vue même à travers la boîte du médicament. Mais étant pas, bien sûr, des gens initiés par rapport à une telle chose, on n'y pouvait rien. Et il le disait en disant que parfois, même dans un pays où les gens veulent faire respecter les règles quand vous allez à la douane, mais qui est capable de faire ce travail qu'on nous avait demandé de faire sous forme de travail pratique. Et tous les échantillons qu'on nous avait donnés, personne parmi nous n'avait réussi à identifier le vrai du faux. Donc ça pose un problème également, même quand il y a un travail qui est fait à la douane, il faut peut-être mettre des pharmaciens également à la frontière pour qu'on puisse vérifier la qualité des médicaments, ce qui est extrêmement compliqué. Maintenant, la réalité, c'est que c'est au niveau de chaque pays. Il y a ce qu'on appelle un laboratoire national, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Un médicament ne vient pas pour être vendu comme ça dans un pays, il doit être autorisé. Il y a des personnes appropriées pour voir si le médicament peut être autorisé ou pas. C'est peut-être là où chaque pays doit travailler pour qu'on soit ravitaillé en médicaments par l'Occident, par l'Inde, par la Chine, par le Ghana, puisque le Ghana produit des médicaments, par le Nigeria, par le Maroc. Tous ces pays produisent des médicaments, qu'on ait la capacité de s'assurer que les médicaments qui rentrent dans le pays respectent les normes. Et ça, c'est la responsabilité de nos États. Est-ce qu'ils ont les éléments nécessaires, ces étapes? Parce que c'est une étape très importante, mais elle peut être aussi difficile pour ces États. Est-ce qu'ils ont tous les éléments pour contrôler ces médicaments? Le laboratoire de contrôle existe dans tous les pays. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que pour contrôler un médicament, il faut du matériel, ce qu'on appelle le plateau technique. Parfois, c'est ce plateau technique qui n'est pas suffisamment relevé pour pouvoir faire ce travail. Parfois, c'est le personnel qui n'est pas là. Puisqu'il faut des gens qui s'y connaissent en matière de médicaments, qui sont informés sur ce qui se passe pour pouvoir regarder ce qui se passe. Curieusement, là-bas, on nous avait... Et c'est pourquoi c'est dangereux. Le Viagra a tué bien des gens. Puisque, vous le voyez sur les feux rouges, là, partout, on parle de développement de sexe, éjaculation, puisque c'est comme si l'affaire de sexe est une chose qui intéresse particulièrement les Africains. Mais le Viagra a tué plein de gens. On l'appelle la petite pilule bleue. Mais les gens ont fait de la contrebande de façon extraordinaire sur le Viagra et beaucoup de gens sont morts de crise cardiaque. Parce que pour avoir de la libido, on a besoin du cœur, on a besoin de sang, mais on ne donne pas ce médicament à n'importe qui. Sans compter que certains, pour être plus forts, n'ont pas pris la dose qu'on leur a demandé. Pour être beaucoup plus forts, ils se sont transformés eux-mêmes en pharmaciens pour prendre la dose qu'ils veulent. Et finalement, les dégâts sont là, avec plein de personnes qui se sont retrouvées avec des conséquences très dommageables à cause d'un médicament qu'on a pris sans respecter soit la prescription, soit qu'on a acheté dans la rue pour juste pouvoir avoir un plaisir de quelques moments. Et finalement, c'est plutôt des dégâts pour une très longue période. Mais tout ça montre qu'il y a cette nécessité de contrôle du médicament pour qu'il soit un médicament de qualité. Mais il y a cette nécessité également de respect de ce qu'on appelle le monopole du médicament. Même un médecin ne doit pas vendre un médicament. Seul un pharmacien doit vendre un médicament. Et ça, quand vous rentrez dans nos structures de santé, ce n'est pas respecté également, ce qui pose un problème parce que ça crée un circuit parallèle. Alors que le médicament ne doit être qu'entre les mains des pharmaciens. S'il faut commander,
s'il faut conserver, c'est eux qui connaissent les règles, c'est eux qui doivent être dans ce circuit pour que quand tu arrives à acheter un médicament, tu sois assuré que le médicament que tu as acheté, il a la qualité qui est la qualité requise dès le départ et que dans le circuit, le médicament n'a pas perdu un certain nombre de ses qualités. Alors pour chuter Mamadou, un bon boulot attend également les chefs d'État qui dirigent ces pays du Sahel. On sait que maintenant, on peut dire que c'est de n'importe quoi. Alors, est-ce qu'eux, ils ont les moyens nécessaires pour faire le contrôle? Pas tous les moyens, certainement, pour faire le contrôle, mais le vrai problème, c'est est-ce que c'est l'urgence pour eux? Parce que vous savez ce qui se passe dans nos pays, on est toujours entre priorité et urgence. Et vous avez tellement d'autres problèmes que les gens sont en train de régler que celui-là n'est pas suffisamment pris en charge aujourd'hui. Et la conséquence, tant qu'il y a un pays qui peut être approvisionné en médicaments, mais c'est les mêmes médicaments qui vont traverser les frontières également pour aller vers les autres pays, puisque quand vous avez ce qu'il faut pour essayer de bloquer l'arrivée des médicaments, on passera par le maillon faible, ces 5 pays qui ont été cités, pour pouvoir alimenter non seulement le Sahel seulement, mais d'autres pays qui ne sont pas membres du Sahel. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et après on reçoit l'invité du jour.